La Grande-Bretagne est une forteresse, non pas de pierre et de mortier, mais de vagues et d'eau. Entourée de douves naturelles, la Grande-Bretagne a résisté à de nombreuses invasions. Une fois unie, la géographie de ces îles a placé la Grande-Bretagne dans une position presque sans égale, suffisamment éloignée de l'Europe continentale pour être protégée, mais assez proche pour participer au commerce et à la politique. Son climat est également dans une position de type boucle d'or. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop humide et pas trop sec. Ces conditions météorologiques ont favorisé des scores de terre fertiles, particulièrement en Angleterre, la puissance traditionnelle des îles. La forteresse britannique a frappé le monde et l'a conquis. À son apogée, l'Empire britannique jouissait d'une portée inégalée, couvrant un quart de la superficie terrestre et gouvernant un cinquième de sa population. Pourtant, cet vaste empire a maintenant reculé dans l'histoire contemporaine. La Grande-Bretagne contemporaine cherche maintenant son chemin sur la scène géopolitique. Et même si le pays se classe comme la 6e plus grande économie du monde et possède une force militaire très louable, la Grande-Bretagne lutte avec son identité post-impériale. Elle fait face à des tensions internes découlant de son départ de l'Union européenne et amplifiées par des sentiments séparatistes. Quand l'avenir semble aussi sombre, le passé devient d'autant plus lumineux. Mais si la Grande-Bretagne veut réussir, si elle veut conserver une place de choix dans l'ordre mondial, elle doit évoluer avec son temps ou devenir une relique de l'histoire. Comme les temps ont changé pour la géopolitique britannique. Pour la première fois dans l'histoire, les nationalistes irlandais dirigeront le gouvernement de l'Irlande du Nord. Plus de 250 articles ont été publiés sur cette histoire. Ground News, qui est le sponsor d'aujourd'hui, m'aide à éclaircir la situation. Il donne accès à des sources locales et régionales pour une perspective plus complète. Allez sur ground.news.com pour tester par vous-même. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. En utilisant les outils fournis par Ground News, je peux voir que cette histoire a été plus couverte par des sources penchées à gauche et au centre, mais aussi par des sources financées par le gouvernement, comme le département de la défense des États-Unis et le Parti communiste chinois. Certaines sources dépeignent la nomination d'O'Neill comme un jalon à la fois pour le parti Sinn Féin et la région plus large, alors que la gouvernance de partage de pouvoir est rétablie. Mais cet article raconte l'histoire d'un ministre protestant qui a perdu 2 proches parents dans l'armée républicaine irlandaise et croit qu'O'Neill, en position de pouvoir, montre une société moralement en faillite. Terre pour les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais, les îles britanniques se trouvent juste au large de la côte nord-ouest de l'Europe. Cet ensemble d'îles tempérées se compose de 2 États indépendants, le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Les îles sont entièrement encerclées par l'océan, créant une formidable barrière naturelle sur tous les fronts. Les eaux traîtresses de la mer du Nord, autrefois une voie de passage pour les pillards nordiques, se sont transformées dans le hub énergétique le plus crucial de l'Europe. Les réserves de pétrole et de gaz de la mer du Nord sont considérables. Les eaux au large de la côte du Royaume-Uni contiennent encore des réserves de pétrole et de gaz équivalentes à 15 milliards de barils de pétrole. C'est suffisant pour alimenter le Royaume-Uni pendant 30 ans. L'Atlantique marque la frontière occidentale de la Grande-Bretagne, s'étendant sur des milliers de kilomètres jusqu'aux Amériques. En contraste, la Manche au sud sépare étroitement la Grande-Bretagne du continent européen. Mais grâce aux merveilles de l'ingénierie moderne, une sorte de pont terrestre existe désormais, le tunnel sous la Manche. Ce tunnel ferroviaire sous-marin relie les ports de Douvres et de Calais en France avec 2 voies ferrées. C'est une bande transporteuse animée dans les 2 sens, déplaçant constamment des marchandises et des personnes entre la Grande-Bretagne et le continent européen. La Grande-Bretagne se distingue par le fait qu'elle est constituée de 4 pays distincts, unis en un seul État souverain. En Angleterre, les basses terres fertiles, les collines vallonnées et les centres urbains constituent la majeure partie du territoire britannique et de sa population de 67 millions d'habitants. Au nord, le paysage de l'Écosse offre un contraste dramatique entre les hautes terres accidentées et les basses terres peuplées. Pendant ce temps, le pays de Galles offre ses propres panoramas pittoresques et montagneux.
De l'autre côté de la mer d'Irlande se trouve l'Irlande du Nord, un pays constitutif du Royaume-Uni. Contrairement à la République d'Irlande, qui a poursuivi son indépendance, l'Irlande du Nord reste une partie intégrante du Royaume-Uni. À la fin des années 1990, Londres ont été accordés à Édimbourg, Cardiff et Belfast des degrés distincts d'autorité politique décentralisée, leur permettant de s'autogouverner et de répondre aux besoins uniques de leur population. Cette formule a façonné le Royaume-Uni en la puissance qu'il est aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Une Grande-Bretagne fragmentée aurait du mal à projeter sa puissance au-delà de ses rivages. Ce n'est qu'avec l'essor du Royaume d'Angleterre que la Grande-Bretagne a pu devenir un acteur clé en Europe. Au Moyen-Âge, la politique étrangère de l'Angleterre a été marquée par une quête incessante de 500 ans pour la couronne de France, une lutte qui s'est finalement terminée par une défaite avec la perte de toutes ses possessions continentales. Les Gallois, les Écossais et les Irlandais, culturellement distincts, se sont avérés être de grandes épines dans le flanc de l'Angleterre tout au long de cette époque, harcelant constamment les frontières anglaises. Peu à peu, il est devenu évident que si l'Angleterre voulait rivaliser avec ses concurrents européens, elle devait faire les choses différemment. Elle devait s'unir à l'Angleterre par une union des couronnes. Collectivement, cette dernière aboutit facilement. Cela a été réalisé grâce à un mélange de conquête et de collaboration. Le pays de Galles et l'Irlande ont été soumis par la force. En revanche, l'Écosse s'est unie à l'Angleterre par une union des couronnes. Collectivement, ces convergences ont réuni les plus grands royaumes de Grande-Bretagne sous un souverain unique. N'étant plus menacée par la terre, la Grande-Bretagne unie a commencé son ascension. En utilisant sa marine pour la colonisation et le commerce, elle est finalement apparue comme la puissance mondiale incontestée au XIXe siècle. L'Empire britannique a su exploiter ses atouts géographiques avec une compétence remarquable. Au lieu d'essayer de se faire une place en Europe, il s'est concentré sur la construction d'une solide base économique et d'un vaste empire commercial colonial. La première pierre angulaire de sa force était l'économie résiliente qui a émergé grâce à la révolution industrielle. Des technologies innovantes et des idées révolutionnaires ont déclenché un changement radical vers une production mécanisée alimentée par les dépôts de fer et de charbon locaux de la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, la taille modeste de la Grande-Bretagne s'est avérée être un atout inestimable. Son enceinte compacte et contiguë a grandement facilité la logistique. De plus, un vaste réseau de rivières et de canaux a considérablement réduit le coût du transport des matières premières et rationalisé l'exportation des produits manufacturés. C'était presque comme si la géographie avait conçu la Grande-Bretagne précisément pour la révolution industrielle. Même ainsi, contrairement à la plupart des autres empires coloniaux, l'Empire britannique était avant tout un bloc commercial gigantesque. Les colonies britanniques alimentaient les usines domestiques avec des matières premières telles que le coton indien, le caoutchouc malais et le sucre des Caraïbes. Ces produits étaient fabriqués en Grande-Bretagne et exportés à travers les vastes marchés de l'Empire. Le commerce avec son empire, l'Europe et l'Amérique était si lucratif que la Grande-Bretagne a pris de l'avance sur ses rivaux pour devenir la première superpuissance industrielle et économique. Pour la Grande-Bretagne, les océans étaient la toile sur laquelle son empire était peint. En s'appuyant sur sa marine pour sécuriser l'Empire et les routes commerciales cruciales, la Grande-Bretagne a transformé ses forces maritimes en une puissance inégalée pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Par la suite, la marine britannique est devenue l'instrument principal de projection de la puissance britannique à travers le monde, soutenant un empire qui s'étendait de l'Amérique du Nord à l'Australie. La quête britannique de suprématie navale et commerciale a façonné sa politique étrangère européenne de manière profonde. Pour empêcher qu'un seul État ne menace sa domination, la Grande-Bretagne a géré méticuleusement l'équilibre des pouvoirs en Europe. En utilisant sa force financière, son influence diplomatique et ses interventions militaires stratégiques, Londres a réussi à garder les puissances émergentes en échec. Cela a marqué le début de la Pax Britannica, une époque où le pouvoir britannique a assuré une paix relative parmi les grandes puissances de l'Europe. Alors que l'approche de l'équilibre des pouvoirs a maintenu la domination de la Grande-Bretagne, elle a involontairement jeté les bases de la Première Guerre mondiale, un conflit qui a poussé l'Empire à ses limites extrêmes. L'identité géopolitique moderne de la Grande-Bretagne est née du déclin de son empire. Berlin a défié la position de la Grande-Bretagne alors que l'Allemagne montait en puissance.
Au travers de 2 guerres mondiales éprouvantes, la menace allemande a été vaincue, mais cela a eu un coût élevé. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne en tant que puissance navale mondiale. Lentement mais sûrement, la Grande-Bretagne s'est décolonisée tout au long de la guerre froide. Dans les années crépusculaires, les décideurs politiques britanniques ont reconnu la nécessité d'une nouvelle stratégie pragmatique pour assurer l'avenir de la nation. Cette stratégie impliquait une approche flexible qui positionnerait la Grande-Bretagne à mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe. Elle reposait sur la prémisse que si l'Union européenne flanche, la Grande-Bretagne peut en profiter et compter sur son allié américain pour le soutien. Inversement, si l'Amérique s'affaiblit et que l'Europe se renforce, la Grande-Bretagne peut s'aligner avec le continent. Dans le cas où l'Union européenne et les États-Unis déclinent tous les deux, la Grande-Bretagne conserverait la flexibilité de poursuivre une voie indépendante, une stratégie infaillible s'il en est. Pour renforcer son alliance avec l'Amérique, Londres utilise la stratégie du lieutenant, se reposant essentiellement sur les lauriers de Washington. Cette tactique vise à exploiter la puissance américaine pour faire avancer les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne. En soutenant activement les initiatives américaines plus que ses autres alliés, notamment en Irak et en Afghanistan, Londres vise à obtenir un traitement préférentiel de la part de Washington. C'est une approche qui a porté ses fruits à plusieurs reprises. De même, l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne a renforcé ses liens avec l'Europe grâce à sa puissance économique, son rôle diplomatique et son accès au marché unique. Londres était un contributeur majeur au budget de l'Union européenne et avait donc un poids significatif dans ses objectifs politiques. Cependant, en réponse au Brexit et au changement de la géopolitique mondiale, la Grande-Bretagne a dû réviser sa stratégie en tant que puissance de poids moyen. La stratégie contemporaine met toujours l'accent sur les mesures de sécurité traditionnelles, comme la dissuasion nucléaire et la force navale, mais elle reconnaît également la nécessité de rationaliser les engagements et de s'éloigner des grandes missions militaires unilatérales. Un autre élément de la nouvelle stratégie est l'engagement durable de la Grande-Bretagne en faveur de la sécurité européenne, qui cherche à réaffirmer sa position en tant que principal allié européen de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Cela est particulièrement notable dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, où le soutien britannique fonctionne comme une action sur l'Ukraine. La Grande-Bretagne a atténué l'effet de distanciation du Brexit de l'Europe et se classe 3e en assistance totale à l'Ukraine, une position ferme qui est largement approuvée à travers son spectre politique. En prenant des mesures sur l'Ukraine, la Grande-Bretagne a atténué l'effet de distanciation du Brexit de l'Europe et s'est positionnée comme un acteur décisif dans le paysage de la sécurité européenne. Il concilie également les intérêts britanniques avec ceux des États-Unis en partageant les fardeaux de la guerre en Ukraine, que certains législateurs à Washington jugent encombrants. Simultanément, la géopolitique britannique contemporaine vise à établir des relations commerciales et à s'engager dans des déploiements navals calculés pour étendre son influence à travers l'Asie-Pacifique. En ce qui concerne la Chine, Londres marche sur une corde raide, jonglant entre les préoccupations relatives aux droits de l'homme et la poursuite de relations commerciales bénéfiques. La Grande-Bretagne se classe toujours 2e en matière de soft power à l'échelle mondiale et l'utilisation réussie de son soft power est essentielle pour nouer de nouveaux partenariats à travers l'Asie-Pacifique. Cette politique semble faire quelques progrès, mais elle en est encore à ses débuts et il faudra plus de temps pour voir si le pivot de la Grande-Bretagne vers l'Asie-Pacifique apportera des avantages à long terme. Néanmoins, la Grande-Bretagne a avancé avec prudence depuis la chute de son empire, mais elle court maintenant un véritable risque de glisser de son perchoir doré. Le référendum sur le Brexit a changé la donne lorsqu'un résultat serré de 52% contre 48% a initié la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Cette décision a eu des conséquences économiques et géopolitiques profondes. Premièrement, l'économie post-Brexit est en difficulté. L'investissement a chuté et le mini-budget de 2022 a déclenché une crise financière. Les impacts combinés de l'épidémie de coronavirus 19 et de la guerre en Ukraine ont créé la tempête parfaite pour l'économie du pays. Le Fonds monétaire international prévoit maintenant que la Grande-Bretagne sera l'économie la moins bien performante du G7 pour 2023. Bien que la Grande-Bretagne devrait éviter la récession cette année, éviter la récession n'est pas synonyme de prospérité.
Ce sentiment est également ressenti par le public britannique alors qu'il fait face à une inflation élevée et à des coupures budgétaires apparemment annuelles des services publics. Dans l'ensemble, cependant, la plus grande conséquence géopolitique du Brexit est les divisions politiques qu'il a semées au sein de la Grande-Bretagne. L'unité des îles britanniques a longtemps été une pierre angulaire de la force géopolitique du pays, mais les forces séparatistes menacent le socle de cet accord. La partition de l'Irlande en 1922 a laissé l'Irlande du Nord, majoritairement protestante, comme partie de la Grande-Bretagne. Cette division a historiquement été une source de conflits, culminant avec les Troubles, une période de violence entre les nationalistes catholiques et les unionistes protestants qui a duré des décennies. L'accord du Vendredi saint de 1998 a apporté la paix, mais les récents changements démographiques, avec les catholiques surpassant les protestants pour la première fois en 2021, ont ravivé les appels forts pour une Irlande unifiée. Le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu dans une situation déjà tendue. En Irlande du Nord, le parti unioniste démocrate refuse de former un exécutif avec les partis nationalistes, ce qui risque de paralyser l'adoption de nouvelles législations. De plus, le plus grand parti en termes de sièges, Sinn Féin, fait campagne vigoureusement pour un référendum sur l'indépendance contre les souhaits des unionistes. Si Londres veut maintenir l'harmonie de la Grande-Bretagne, elle doit jouer le rôle de médiateur et réconcilier les deux parties. C'est une vision qui semble se refléter dans la conscience de la population en général, car les cicatrices psychologiques des troubles restent fraîches pour beaucoup. Encore plus, au nord, le séparatisme écossais représente peut-être la plus grande menace pour la dissolution du Royaume-Uni. Le référendum sur l'indépendance de Londres, en 2014, a abouti à un vote de 55% contre 45% pour rester unis à la Grande-Bretagne, mais le Brexit, auquel 62% des Écossais sont opposés, a transformé le terrain de jeu. Le Parti nationaliste écossais continue de remuer le pot, arguant que les succès électoraux et les sondages favorables légitiment leurs appels à un second référendum sur l'indépendance. Cela met au défi la réticence de Londres à organiser un autre vote. Reconnaissant la menace, Londres a souligné le caractère unique du vote de 2014. La Cour suprême a pris le parti de Londres, statuant à l'unanimité que tout référendum sur l'indépendance écossaise nécessite l'approbation de Londres, endiguant pour l'instant la vague séparatiste. La potentielle sécession de l'Écosse menace de remplacer le fossé côtier de la Grande-Bretagne par une frontière terrestre. Elle suscite des préoccupations de sécurité importantes. Principalement, l'Écosse accueille des installations militaires critiques, des bases navales et le programme nucléaire Trident, qui sont tous essentiels aux capacités de défense de la Grande-Bretagne. L'Écosse resterait probablement au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais la sécession nécessiterait une réévaluation et éventuellement une relocalisation d'au moins une partie de ses actifs. Il y a ensuite l'éléphant dans la pièce, les réserves de pétrole et de gaz de la mer du Nord. La majorité de ceux-ci tomberaient dans les frontières maritimes écossaises, et celui qui les contrôle deviendra un point focal des négociations post-indépendance. Ces puits de pétrole vitaux représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars dans l'économie déjà tendue de la Grande-Bretagne. Alors que l'Écosse vise à créer un fonds souverain de type norvégien avec les revenus, Londres considère ces derniers comme essentiels pour la transition verte du Royaume-Uni et la sécurité énergétique. Compte tenu de l'importance des réserves de la mer du Nord, Londres s'efforcerait probablement de conserver autant d'installations que possible. Cependant, les lois internationales sur les frontières maritimes pourraient compliquer les revendications légales sur ces ressources. Par conséquent, en cas de scission, la Grande-Bretagne devra céder une part significative de ses réserves essentielles à l'Écosse, au détriment des objectifs politiques britanniques. En somme, le Brexit a ouvert une boîte de Pandore. Si la Grande-Bretagne se divisait en plusieurs nations, la perception mondiale de l'influence et du pouvoir britannique changerait irrévocablement. Plus précisément, cela pourrait mettre en péril le siège permanent de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Des nations comme l'Inde ou le Japon, qui envisagent déjà leur propre siège permanent, pourraient en profiter sur le statut diminué de la Grande-Bretagne pour renforcer leurs revendications, ce qui affaiblirait grandement la position de Londres sur la scène mondiale. Tout bien considéré,
La position géographique de la Grande-Bretagne a historiquement fourni une zone de type Goldilocks, favorisant l'essor d'un puissant empire qui a autrefois dominé le globe. Cependant, l'ère des empires européens est révolue, et la Grande-Bretagne se retrouve maintenant à s'adapter pour maintenir sa proéminence et sa prospérité dans un monde volatile. Son équilibre stratégique entre l'Amérique et l'Europe reste délicat, surtout que le Brexit pose une menace significative à l'unité même qui a été le rempart de son succès. Le chef du gouvernement se trouve à un carrefour critique, chargé de guider la nation à travers des défis économiques intenses, naviguant les fissures persistantes de divisions séculaires et positionnant la Grande-Bretagne dans un paysage mondial marqué par l'hostilité et l'anxiété. Cette pourriture de l'intérieur est l'objectif principal de la Grande-Bretagne. Un empire renversé de l'extérieur peut faire un retour, mais un empire renversé de l'intérieur est mort à jamais. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Merci d'avoir regardé Essagal. Merci.